Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous payez avec des pièces de monnaie nommées euros, dollars ou francs? Pourquoi elles sont faites en cupro-nickel et pas en bronze? Ou bien pourquoi elles existent simplement quand on pourrait à la place utiliser des coquillages ou faire du troc? C'est un point original dans la création d'univers et je vais le traiter aujourd'hui dans la Tour du Mage. Je suis Michael Gelfi, ou l'archimage Démétrian. Je vous partage mes connaissances sur la création d'univers, sur Donjons et Dragons 5ème édition et sur le jeu de rôle juste après le générique. Pourquoi s'intéresser à la question de la numismatique? S'intéresser aux pièces de monnaie, et de manière plus générale l'économie, donne ce petit extra de réalisme qui peut faire la différence. Vous pourriez très bien vous contenter d'utiliser un système générique de pièces de cuivre, d'argent et d'or, comme dans la majorité des mondes fantastiques, mais vous passeriez à côté d'une formidable opportunité d'ajouter de la profondeur. Cette vidéo s'intéresse en particulier à la question de la pièce de monnaie, mais nécessairement cela soulève des questions relatives au système d'échange et au commerce qui conditionnent l'existence du concept d'argent. Avant toute création de monnaie, il est nécessaire qu'il y ait des échanges. Sans possibilité ou sans nécessité de commercer, il n'y a pas besoin d'argent. Cette évidence dite, on peut donc s'intéresser à la question du contexte, car c'est ce dernier qui va définir tous les aspects de notre monnaie. Les différentes variables à couvrir sont la nature de cette monnaie, c'est-à-dire s'il s'agit de notes de crédit, de monnaie scripturale, de barres de métal, etc., sa forme, sa matière, son image et sa valeur. Commençons par sa nature. Ceci est dicté par le contexte marchand et par la technologie en place. Quelles sont les personnes qui vont utiliser cette monnaie? À quelle fréquence? Pensée pratique. Un petit village isolé peut aisément faire du troc. Une mégalopole, au contraire, malgré ce que les punks à chiens et autres anarchistes peuvent penser, ne fonctionne pas sans une monnaie fongible et divisible. Par exemple, le sel était utilisé comme monnaie par les soldats romains. C'est d'ailleurs cela qui a donné le mot salaire. De nombreux pays d'Asie et d'Afrique utilisaient ou utilisent encore des coquillages comme monnaie courante. Chez les Aztèques, on utilisait la fève de cacao, mais on peut aussi citer les tiges de métal, les anneaux, les briques, les dents de baleine, les peaux d'écureuil, les couteaux, etc., tous utilisés comme monnaie. Et bien avant notre ère, en Mésopotamie et en Égypte, on utilisait une unité de compte, soit des écritures comptables inscrites sur des tablettes de cire dont les sommes étaient basées sur des valeurs étalons, connues comme une masse de blé, de cuir, de tissu, etc. Mais un tel système n'est pas possible partout. Cela nécessite une administration extrêmement lourde et organisée, comme c'était le cas sous l'empire d'Akkad ou sous les pharaons. En termes de création, le mélange de plusieurs systèmes est tout aussi possible, mais assez répandu. Un système de pièces de monnaie en métal, couplé à des notes de crédit sur du papier ou sur du tissu, géré ou non par une administration et un système de troc pour les petites valeurs, est réaliste et plein de richesses. Dans un monde de magie, on peut imaginer échanger des âmes ou des parties d'âmes, c'est d'ailleurs souvent la monnaie utilisée dans les contrats avec des diables. On peut imaginer utiliser aussi des essences élémentaires, du temps ou des étincelles divines que les habitants du monde pourront échanger à leur mort pour atteindre le paradis. Inventez ce que vous voulez, mais pensez au côté pratique. On va remettre les pieds sur terre et se focaliser sur les pièces, et plus précisément sur leur forme. Les formes données doivent être logiques. C'est sympa d'avoir des pièces en forme d'étoile à 11 branches, mais il faut imaginer que des personnes ont dû frapper ces pièces. Pour le cas de nos étoiles à 11 branches, c'est possible si la pièce n'est pas répondue, ou si sa valeur est très élevée. De tels efforts ne sont probablement pas fournis pour des pièces communes. L'être humain a fabriqué des pièces de nombreuses formes, des rondes, des allongées, des octogonales, des pièces trouées, même des pièces de 4 mm de diamètre. La limite, c'est votre imagination et la logique. Quand on parle de matière, on touche aussi à la question de la valeur intrinsèque, c'est-à-dire la valeur de la matière seule. Considérez bien que pour qu'une institution décide d'émettre des pièces dans une matière, il faut qu'elle en ait à disposition sans devoir fournir d'efforts immenses. Sans quoi cette monnaie devient un bien et vous tombez dans le troc. Il est improbable qu'un groupement de villages de montagne isolés utilise des pièces en dents de requin pour leurs échanges. Par contre, il est possible qu'ils achètent à l'extérieur des pièces en dents de requin pour des rituels ou comme pièces d'art. Par contre, plus la matière choisie pour les pièces est commune, plus élevée doit être la confiance dans cette monnaie. Si, en tant qu'institution, on n'est pas réputé fiable, on va prioriser un métal précieux. Comme matière, je peux aussi citer, on l'a vu, l'ivoire, mais aussi tous les métaux et alliages courants, la pierre ou des pierres semi-précieuses, le bois, le cuir ou n'importe quel mélange de ces matières. Dans un univers fantastique, vous pouvez rajouter les possibilités offertes par la magie, et dans un contexte futuriste ou bientôt contemporain, complètement dématérialiser votre monnaie à la manière des crypto-monnaies, ou plus simplement de l'argent que vous avez en banque. Intéressons-nous maintenant à la valeur de la monnaie. Je pars de l'hypothèse que l'on discute d'une pièce de monnaie en métal habituelle. Certains points évoqués ne s'appliquent donc pas à d'autres types d'argent. La valeur d'une pièce de monnaie est donnée par deux variables, la valeur intrinsèque et la confiance que l'on a dans cette monnaie.
Dans le cas d'une monnaie en métal, sa valeur ne sera pas normalement inférieure à la valeur du métal qui est utilisé pour la faire, car sinon vous tombez dans une situation où vous pouvez fondre la monnaie en barres et la revendre pour générer un bénéfice presque infini. Mais il y a d'autres variables à prendre en compte, nous allons les voir. Habituellement, une pièce est frappée à partir d'une masse de métal qui est toujours la même, ce qui signifie que chaque pièce de la même origine et du même métal ont la même valeur. Mais la valeur du métal est définie par l'offre et la demande. Ainsi, dans un monde non globalisé comme un univers fantastique, votre pièce de monnaie, votre pièce d'argent ne peut rien valoir chez un peuple et coûter une fortune chez d'autres. Aussi, pas tout le monde n'a accès à la valeur exacte du métal en question. Il n'y a pas forcément de bourse et rares sont ceux qui sont capables d'estimer très précisément avec des outils le poids exact de chaque pièce. La chose qui vous fait donner la même valeur à chaque pièce de monnaie est la confiance que vous placez en elle et en l'institution qui l'a créée. Par exemple, mettez que vous avez le choix entre deux pièces de monnaie d'origine différente mais dont la pureté du métal est censée être la même. La première institution qui bat monnaie est un royaume millénaire, l'autre est une association de contrebandiers. Choisirez-vous vraiment indistinctement? Non. Ainsi, la confiance placée en ces deux monnaies est différente et leur valeur aussi. Autre point concernant la confiance. Une pièce peut avoir une valeur intrinsèque moins élevée que sa valeur nominale pour une raison simple et historique qui s'appelle le rognage. Le rognage est une opération qui consiste à couper des parties d'une pièce afin de collecter des petits bouts de métal précieux et de générer ainsi un bénéfice. C'est un problème qui a gangréné tous les systèmes monétaires se basant sur des pièces en métal jusqu'au XVIIe siècle, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on arrête la frappe au marteau qui donne des contours irréguliers et que l'on rajoute des grénotis, aussi appelés cordons de grain, ou encore des listelles sur le bord des pièces. La gravure des tranches à outils était une technique efficace. En termes économiques, la conséquence du rognage est terrible. Ça baisse la confiance qui est placée dans une monnaie et donc aussi sa valeur. Ça la dévalue sans décision de politique monétaire qui sous-tend l'action et donc ça a des conséquences sur la balance commerciale, sur la valeur réelle des taxes, provoque de l'inflation, fait de la perte de pouvoir d'achat, etc. Pour votre information, le rognage était en Europe un crime associé à de la contrefaçon et a été puni de mort. C'est une accroche intéressante pour un scénario de GDR. Ça nous rappelle aussi l'élément suivant. La monnaie est un élément important des politiques pour démontrer leur souveraineté. C'est un droit régalien dont le monopole appartient au souverain. À cet effet, ce qui est présenté sur les pièces représente habituellement, sous une forme symbolique, le pouvoir en charge. Dans des systèmes décentralisés ou dirigés par un conseil, ce qui apparaît sur les pièces sont des symboles du groupe ou de l'unité. Dans des systèmes théocratiques, les éléments divins sont nombreux, parfois accompagnés de citations ou de versets. Ce sont des éléments de la culture qui sont d'une grande richesse et apporteront bien plus à vos histoires que la forme ou la matière de la pièce. De manière similaire, les noms que vous donnez aux pièces importent, mais moins. Les noms donnés aux pièces sont habituellement en rapport avec leur valeur faciale, c'est-à-dire la valeur inscrite ou gravée dessus. Je vous invite à considérer d'autres options de dénomination qu'un dragon d'or ou autre variante cliché d'une pauvreté désolante. Par exemple, la monnaie des Athéniens s'appelait le nomisma, qui vient de nomos, soit la règle. Retenez bien cela. Plus le territoire est divisé économiquement, plus il est stupide d'avoir une seule monnaie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous n'avez pas envie de m'entendre vous parler pendant des heures de théorie monétaire et de macroéconomie. Retenez juste qu'il est très pratique pour la vie de tous les jours et pour des raisons scénaristiques d'avoir une seule monnaie, comme par exemple les crédits que l'on a dans tous les jeux de science-fiction, ou encore les pièces d'or et d'argent. Mais qu'en réalité c'est une aberration totale car les institutions perdent tous leurs outils de politique monétaire et avec une grande partie de leur souveraineté. Je ne vais pas faire de politique en donnant mon avis sur l'euro, mais en tant que Suisse, je suis bien content d'avoir des francs. Pour ceux qui font du jeu de rôle ici, vous pouvez aisément mettre des bâtons dans les roues de vos joueurs ou enrichir l'histoire en refusant leur mode de paiement ou en créant un PNJ qui les prend à partie car ils utilisent des pièces à l'effigie d'un seigneur concurrent. Vous pouvez les mettre dans l'embarras en les accusant d'utiliser des pièces de contrefaçon ou des pièces reniées. Vous serez très vite loin du scénario porte monstre trésor, je pense que l'expérience sera rafraîchissante. De mon côté, je vais m'arrêter là, c'est tout sur le sujet. On pourrait en parler des heures et des heures, mais il fallait faire des choix et donner les éléments importants. Le but est de vulgariser et de vous offrir des outils. J'attends avec impatience vos retours. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous aussi vous aimez l'argent, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, cliquez sur la cloche et recommandez notre travail à vos amis. Il est désormais temps de me dire au revoir ou à bientôt dans un autre monde.